Barbanta, chapitre 10, partie 2. Après avoir grimpé l'escalier en colimaçon, les menant au sommet de la tour, ils entrèrent dans une pièce qui devait servir de bureau. Les murs étaient recouverts d'édredons de velours vert. Saraya enjoignit Humple à s'asseoir à même le sol, sur la moquette verte et duveteuse. Groseille les laissa, et Humple se sentit soudain terriblement seul. Saraya l'observait avec des yeux qui se voulaient perçants, mais qui n'étaient finalement qu'inquisiteurs. D'une voix grave, elle annonça à Humple qu'ils allaient commencer le test. Elle le fixa droit dans les yeux, se leva et porta les mains à la boutonnière de son chemisier. Un à un, elle se mit à en noter les boutons. Humple la suivait des yeux. Quel était ce test d'un nouveau genre ? La femme restait pour lui un mystère et ce dernier allait lui être dévoilé aujourd'hui. La chemise tomba au sol, puis Saraya descendit la fermeture de sa jupe bleue, sa jupe extrêmement moulante qu'elle eut un peu de mal à ôter sans se tortiller. Elle se retrouva alors nue devant Humple, et celui-ci ne put qu'enfouir son visage au creux de son bras. « Je te dégoûte ?» Le ton mi-angoissé, mi-autoritaire de la femme ne fit pas lever la tête d'Humple. Elle répéta la question soudain d'une manière plus violente. « Je te dégoûte, hein ?» Un grand silence s'ensuivit. Humple sentit soudain le sol vibrer sous ses pieds et une main lui tirait les cheveux avec force. Il leva la tête vers le visage de Saraya, un visage décomposé. Elle le gifla plusieurs fois. Tant de fois qu'Humple n'aurait su dire combien. Le sang de ses lèvres alla sur la moquette et ses yeux embués de larmes de douleur parvinrent difficilement à voir le sol. Mais enfin ils le virent. Le duvet laineux ressemblait maintenant à un jardin, à un début de forêt, à une poussée d'énergie où le sang de ses lèvres creusait un sillon et se faufilait dans la flore tel un fleuve. Il leva à nouveau la tête vers Saraya et observa ce corps ravagé, observa son frisson hébété. Des vers semblaient l'avoir traversé de part en part, tant il était criblé de milliers de trous. Les seins n'étaient que deux plaies béantes où une sorte de tonsure blanche avait commencé à pousser de manière éparse, descendant jusqu'au nombril. Le pubis était noir comme un gâteau grillé. Saraya se rhabilla lentement, laissant le soin à Humple d'essuyer ses yeux et de regarder à nouveau son corps, de ne pas oublier sa décrépitude. Une fois rhabillée, elle arracha une à une les plantes poussées autour d'Humple. Elle le regarda d'un air qu'il aurait pu qualifier de cruel. Ainsi elle avait vu ce qu'il pouvait faire. Ainsi il avait vu ce qu'elle était. Chacun connaissait le secret de l'autre. Mais Humple ne comprenait pas, toujours pas. Le test. Elle se rapprocha de lui et lui chuchota doucement. « Tu devrais vite oublier l'école, mon enfant. Il y a déjà un travail pour toi à Barbanta. Un travail rare et précieux. J'aimerais que tu dînes avec nous ce soir. » Il accepta en faisant un léger mouvement de la tête. Saraya s'exclama qu'il était adorable et Humple frissonna. Peu après, attablé au bar et dégustant des courgettes grillées, Humple sentit son ventre gargouiller. Cela fit rire Groseille. Saraya le regarda sévèrement. « Tu attends peut-être autre chose ?» lui demanda-t-elle durement. Mais en fait, non. Humple ne se sentait pas avoir envie de viande. Pour la simple raison qu'il avait déjà l'impression d'en manger, tant la chair des courgettes lui paraissait riche, avec un goût fort. Sa lèvre le faisait encore souffrir. Groseille ne lui avait même pas demandé ce qui lui était arrivé. Elle ressemblait de plus en plus à la petite sœur perdue, muette, involontairement. Muette de l'enfance, muette de trop savoir. Humple ne la voulait plus comme amie. Un instant, elle approcha son nez et sentit les plantes robustes que Saraya avait placées dans un vase ocre au centre de la table. Saraya avait dit que c'était un cadeau d'Humple et Groseille n'avait rien répondu. Elle avait juste souri. Elle ne comprenait pas, mais peu importait. Elle acceptait l'effet de la providence par l'entendement de sa mère omnipotente. Sous le bar, contre la porte, Guimauve, le chat à tête de hibou, dévorait sa portion de croquettes de courge avec avidité, comme s'il s'était agi d'une proie de chair, de sang. La télévision était allumée. Sur l'unique chaîne, on voyait des hommes. Un bel homme qui faisait frémir les femmes et rendait parfois les hommes un peu jaloux. Il était très légèrement maquillé. Mais pour Humple et ses goûts d'enfant, c'était un de ces hommes qu'on appelait lambda, où le visage n'avait rien de particulier, si bien qu'on l'oubliait tout de suite après l'avoir rencontré. Pourtant, ce visage-là, Humple aurait bien aimé s'en souvenir puisqu'il s'agissait de Loki Aziz. Saraya était belle et Humple se déconcentrait des paroles du politicien en voyant le beau visage durci. Il ne s'intéressait plus à Groseille, il lui en voulait encore, d'être un peu sa sœur sans l'être vraiment, de l'avoir emmenée là, vers la femme sans corps qui voulait le détruire. La psycha, celle qui se devait de sonder l'esprit comme Freud et les âmes comme un prêtre de campagne.
celle qui était aussi un agent de l'État, payé pour chercher les individus perturbateurs. Hampel n'était pas naïf à ce sujet. Il se souvenait des paroles de son père, il se souvenait de son mépris de la profession et des histoires qu'il avait entendues. Son père lui disait souvent que si un jour un psycha montait à la maison, il fallait vite lui préparer du café, empoisonné bien sûr, cacher ensuite son corps, l'enterrer. C'était selon lui le seul moyen pour ne pas avoir de problème. L'empoisonné potentiel tenait ici la place du bourreau et regardait Hampel d'une manière qui le faisait frémir et recouvrait du même coup sa fourchette de mousse. Et là, il remarquait un détail. La fourchette de couleur ocre était faite dans un drôle de matériau blanc, poreux. La fourchette était en os. Dans le petit poste télévisé, Loki Aziz rappelait les Barbantéens à leur devoir. Le Dunger est notre père, la Gebirge notre mère. Tous deux nous enfantent en ce lieu élu, en bonne santé, avec la possibilité de nous nourrir à satiété. Certaines personnes refusent ce monde car ils ne veulent pas cohabiter avec leurs semblables et sous prétexte d'une morale issue de l'ancien monde, alors qu'il y était pratiqué des avortements à outrance ou encore des manipulations de cellules souches, bafouant ainsi la nature, souhaiteraient revenir à un monde où la mort ne serait pas le vecteur de la vie, où tuer pour manger serait vu comme positif, laisse en réalité parler un égoïsme sans nom. Ainsi, ils seraient prêts à sacrifier l'intérêt commun des Barbantéens pour des idéaux destructeurs. Je le dis, je le répète, ces personnes doivent être bannies. Et ce qui, au-delà de nos montagnes, leur apporterait une mort de souffrance et d'inutilité, serait à Barbanta un bannissement vertical. Et leur âme trouverait le repos et l'acceptation de voir leur enveloppe charnelle prête à servir de nouveau leurs congénères. Mais ce refus élitiste de faire profiter son corps à d'autres, ce désir d'être unique, n'est qu'une forme d'inconséquence où la personne se prend finalement pour le maître de la création en entendant décider de ce que son corps doit devenir, immortel dans sa disparition. Ces gens-là, si vous en rencontrez, si vous avez des preuves de leur désir destructeur, faites-en part, laissez éclater au grand jour leur malfaisance. Que vous veniez de la montagne, et je sais que les dissidents en sont originaires, puisqu'hélas l'éducation n'y est pas aussi réglementée qu'en ville, ou que vous soyez du cœur de notre monde, laissez parler votre raison. Prévenez de ce pas les autorités. Cela amènera bien des avantages, tant au niveau social dans cette vie-ci qu'au niveau de la réincarnation de votre âme. Loki Aziz avait les cheveux châtains, il était jeune, un homme politique jeune, au regard clair, pur. On pouvait lire l'amour dans ses yeux, mais sa bouche prenait parfois un léger rictus de peur. Il avait quelque chose de très enfantin et en même temps de très assuré. Ainsi, il avait été élu car, à Barbanta, on aimait ceux qui avaient les pieds sur terre et la tête dans le divin. Groseille prit la parole sitôt que Loki Aziz eut fini son monologue. « Maman, s'il te plaît, dis-moi le résultat de test d'Hampel. Dis-moi ce pourquoi il est fait. Je sais que d'habitude cela doit rester secret, mais Hampel est mon ami, alors j'ai bien le droit de savoir. » Saraya se retourna de manière étrange et posa un appareil qui ressemblait au beeper qu'aimait exhiber Groseille, toutefois nettement plus grand et avec apparemment plus de fonctionnalité, si on se fiait à tous les boutons incrustés dans la coque. Elle regarda Hampel en souriant, puis ensuite Groseille. « Ma chérie, tu es bien curieuse, mais je te comprends. Il faut que tu saches qu'Hampel est un être très spécial, un être original, à part. Il fera de grandes choses pour notre société. Mais ce n'est pas à lui de choisir. La société barbantéenne décidera pour lui et il s'en sentira satisfait lorsqu'il saura. »« Et que devrais-je savoir ?» demanda Hampel, mi-suppliant, mi-insolent. « Tu le sauras tout simplement. Tu l'apprendras bientôt, ne t'inquiète pas. » Groseille souriait aux anges. « Oh Hampel, comme tu as de la chance. Peut-être même que tu n'auras pas besoin de faire des études idiotes. Maman, tu veux dire qu'il a le talent pour devenir psycha ?» Groseille rappelait ainsi que les psychas étaient des êtres avant tout de ressenti qu'on sélectionnait vers l'âge de 16 ans pour leur réussite phénoménale aux tests d'intuitivité réalisés justement par d'autres psychas, ainsi que pour leur capacité extrasensorielle. Ils entraient alors directement en pratique auprès de ces mêmes psychas et se retrouvaient bien vite à exercer un métier d'influence, à avoir une belle maison et à être dans les hautes sphères de la société barbantéenne. Tout cela sans avoir réellement étudié jusqu'au bout du cycle scolaire. Saraya se mit à bouger soudain de manière un peu brutale, comme souvent lorsqu'elle entendait ces voix caractéristiques propres à tous les psychas. En effet, la psychose, la schizophrénie de l'ancien monde avaient été observées à Barbanta comme les tenants du monde du rêve, et après de nombreuses études, ils se révélaient être liés à un réseau complexe, celui de la pensée commune barbantéenne.
Cela signifiait qu'ils avaient la capacité d'entendre les pensées d'autrui, sans toujours savoir d'où les pensées provenaient. Finalement, lorsqu'ils se retrouvaient chaque mois en réunion, les psychas pouvaient regrouper les pensées entendues et ainsi répondre aux besoins des barbantéens de manière précise, selon la fréquence d'une pensée entendue. Glorifiés de ce pouvoir et non plus obligés de le cacher comme une honte, ils apprenaient ainsi à le maîtriser, à en faire une force. La singularité du psychaman. Hampel ne sera pas psychaman. Il sera bien plus utile à la société, tu verras. Au-dessus des psychamans, il pourra être un dieu, le fils de Dunger et de Gebirg, leur descendant direct. Elle sourit de manière amère, tandis que Groseille ouvrait de grands yeux sur un Hampel qui, fatigué par tant d'informations, pensait juste que sa mère devait être en train de tricoter encore une barboteuse et se demandait cette fois-ci quelle en pourrait être la couleur. Saraya le sortit brutalement de sa rêverie. « Hampel, ne t'inquiète pas, je ferai tout pour que tu n'ailles pas au collège. » Hampel dit qu'il voulait absolument aller au collège, qu'il était là pour ça. Groseille ne comprenait pas pourquoi il y tenait tant, le trouva quelque peu impoli de tenir tête à sa mère, une des psychas les plus réputées de tout Barbanta. Plus tard, il s'endormit à moitié sur sa chaise. Groseille alla se coucher, sans même demander si le jeune garçon allait rester ainsi. Elle laissait toujours décider sa mère. Elle était l'enfant obéissant à l'adulte, ne contestant rien. La confiance absolue en l'entité parentale, alors que dans l'ancien monde, elle aurait peut-être méprisé cette même mère psychotique. Hampel se réveilla aux aurores, peu avant le lever du soleil, tandis que Saraya, agenouillée contre son corps, caressait de sa main nerveuse le cou d'enfant, posait ses lèvres humides à la couleur étrange sur le torse déjà proéminent de l'adolescent, et passait ses mains sur le ventre durci de l'homme en devenir. Hampel se réveilla et se détacha prudemment de la psycha, de la femme étrange dont il ne comprenait pas le désir. Elle était à genoux à même le sol et dormait à moitié. Sur la table, il y avait quelques cachets, de l'opium modifié par le puissant Dunger. Cela faisait dormir, la déconnecter étrangement du monde du rêve pour la remettre dans une réalité où les voix se calmaient pour un instant, où elle pouvait dormir un peu, où elle pouvait perdre son inconscience innée et éreintante. Il reposa ses bras, à moitié ballants, et s'esquiva sans un bruit. Saraya releva sa tête de cheveux argentés et vit la chaise vide. Elle pleura alors de ne plus sentir le jeune corps chaud. Elle pleura et gémit aussi un peu. Groseille était réveillée depuis un long moment déjà. Elle courut vers sa mère et la prit dans ses bras. Cependant, elle ne pouvait remplacer le corps du jeune homme. L'amour filial reprit le dessus et Saraya chuchota à l'oreille de sa fille des mots tendres qui se finirent dans une grimace d'où sortirent ces mots. « Si tu savais comme votre père m'a fait souffrir. » Elle se leva finalement. Sa fille lui tenait toujours la main, sans oser lui demander d'où venait ce « votre père ». Elle s'affala sur le canapé de cuir et Groseille lui fit avaler une pilule. Puis l'enfant remonta docilement l'escalier, le dos courbé comme une petite vieille, la gorge nouée. Elle serra les poings et enfonça si bien ses ongles dans ses paumes à la chair tendre qu'elle se fit du mal. En essuyant ses larmes de la main, elle y laissa des traces de sang et cela la rassura. Elle aimait l'odeur du sang, son goût de fer. Elle aurait aimé manger de la viande, tout comme le chat à tête de chouette qui vint se lever contre elle sous la couverture patchwork, sale de peurs enfantines.